Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce Intantum Politica de reprise en compagnie de Pierre-Simon Paul. Et bonsoir Pierre. Et notre invité politique de la semaine, Pascal Zagnoli, tout jeune secrétaire national du PNC au Partido della Nazione Corsa. Bonsoir à vous Pascal Zagnoli et merci de votre présence. Alors vous avez 24 ans, on dit que les jeunes aujourd'hui ne sont pas intéressés ou en tout cas beaucoup moins intéressés par la politique. Vous en êtes le contre-exemple. C'est la situation particulière de la Corse qui vous a incité à vous engager ? Pas que. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y a un désintérêt global pour la chose publique et pour la politique de la part de la jeunesse. C'est vrai en Corse, c'est vrai en France. C'est vrai aussi à l'échelle européenne où parfois je siège dans des instances qui regroupent divers partis nationalistes et régionalistes européens. Et le constat est à peu près le même partout. En deçà de la trentaine d'années, il y a de moins en moins de jeunes qui font le choix de franchir le pas, de s'impliquer et de donner un petit peu de leur temps pour la chose publique. C'est regrettable. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que lorsqu'on est jeune et impliqué en politique, on est capable de faire passer un message et justement comment est-ce qu'on est capable peut-être aussi de moderniser ces vieilles machines que sont les partis politiques pour inciter les jeunes à nous rejoindre, à travailler et à s'impliquer dans la diversité des idées qui composent la Corse et au-delà les territoires sur lesquels nous vivons. Alors vous l'avez dit, très peu de jeunes en politique, pourtant on a l'impression qu'il y a une ambition du côté des partis, notamment des partis nationalistes, de lancer de plus en plus de jeunes, que ce soit des élus à l'Assemblée de Corse, mais aussi à la tête des partis. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit une présence alibi, mais au final qu'il n'y ait pas forcément de modernisation du parti ? Tout dépend de ce qu'on fait une fois qu'on y est, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que du côté de la mouvance nationaliste, il y a toujours eu peut-être un petit peu plus de présence de jeunes. C'est dû notamment peut-être à l'historicité de nos mouvements, via les syndicats étudiants, via toutes les luttes qui ont été impulsées bien souvent de par la jeunesse et bien souvent aussi au départ de l'université à Corté. Maintenant, tout dépend de l'implication que chacun y met une fois qu'on y est. Y être pour y être, faire de la figuration, faire du jeunisme pour faire du jeunisme, c'est sûr que ça ne sert à rien. Et au contraire, si on veut intéresser d'autres jeunes, c'est justement montrer qu'un jeune a une place donnée, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs, qu'il soit capable de s'exprimer, de travailler concrètement en étant fidèle à ses idées, à ses idéaux, pour pouvoir justement transformer l'essai et permettre aux autres d'avoir envie de rejoindre aussi ce fonctionnement. Alors justement, vous êtes désormais à la tête du parti, au Partido della Nazione Corsa. Quelle marque personnelle est-ce que vous allez lui donner à ce parti ? Je pense qu'au-delà de ma marque personnelle, où certains y verront peut-être un petit peu plus de dynamique, où j'aurais peut-être tendance à un petit peu plus casser les codes dans le discours, du fait peut-être de mon jeune âge, je pense qu'il compte véritablement, c'est la capacité que j'aurai avec d'autres à agréger d'autres jeunes, mais aussi d'autres moins jeunes, justement ne pas mettre en place une fracture, les jeunes contre les vieux, les nouveaux militants contre les anciens, mais au contraire la capacité à seulement 24 ans et à certains qui sont membres de mon exécutif qui sont encore plus jeunes que moi, à rassembler le plus largement possible autour de nous pour mettre en place la ligne politique que l'on souhaite, la dérouler et la développer sur le terrain. On vous a donné une carte blanche où les anciens du parti quand même surveillent, regardent un petit peu ce qui se fait et souvent vous donnent des consignes, notamment Jean-Christophe Angelini quand il vous a passé le témoin. Non, je pense qu'il n'y a pas de notion de surveillance ou de mainmise des uns ou des autres. Après, j'ai une relation personnelle très proche de Jean-Christophe Angelini, ce qui fait qu'on échange tous les deux assez régulièrement tous les jours. Après, j'ai une totale autonomie dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Mais justement, le pari de mettre un jeune de seulement 24 ans à la tête de l'exécutif du parti, il faut aussi que derrière, il y ait une ossature plus ancienne, plus historique, avec un mélange d'expérience et de jeunesse pour qu'on puisse réussir collectivement. Un jeune tout seul, il peut très facilement aller dans un mur. L'objectif, justement, le pari qu'on a fait, c'est que le PNC soit en capacité désormais de former de nouveaux jeunes cadres pour le parti, pour le mouvement national au-delà. Et donc, il y a un mélange d'expérience et de renouvellement. Justement, le PNC vous a choisi, mais vous, pourquoi vous avez choisi le PNC plutôt qu'une autre structure politique, notamment nationaliste ? En clair, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le PNC de Femagoursica, par exemple ? Tout d'abord, j'ai envie de dire, lorsque j'ai rejoint, ou du moins lorsque j'ai décidé de m'engager publiquement, je rejoins à l'époque ce qu'était le grand parti Femagoursica, qui rassemblait donc INSEM, Atiam et le PNC. Et au moment, je dirais, où le PNC a choisi de ne pas rejoindre Femagoursica, à cet instant-là, alors que j'avais un petit peu j'avais vu un petit peu le fonctionnement des deux structures au moment où on essayait de faire ce grand parti. J'ai fait le choix de rejoindre le PNC. J'ai rencontré des gens, notamment sur Ajaccio, des Jean-François Casalt au municipal et d'autres, des Julia Thibert, etc., qui m'ont donné plutôt envie de rejoindre cette équipe-là, de rejoindre cette démarche. La personnalité aussi et la singularité du discours porté par Jean-Christophe Angelini. Et je pense qu'il y a eu un mélange au niveau de l'historicité de la ligne politique, mais aussi du fait personnel qui est très important dans l'engagement public, qui m'ont décidé à rejoindre pleinement et de façon
nation entière, le PNC. Alors on parle de la situation politique globale, tant au plan national qu'en Corse, alors elle est extrêmement fragile. Ici on voit une reprise de la violence et une stratégie armée qui est désormais actée. Comment est-ce que vous analysez ce retour de la violence, une violence aujourd'hui qui semble débridée? Violence débridée, je la regrette et quelque part elle inquiète un petit peu puisque depuis au moins 2014, il y a des gens qui avaient fait justement le choix de la démocratie, qui avaient fait le choix de déposer les armes pour qu'on puisse avoir une lutte qui soit exclusivement publique, institutionnelle. Du côté du PNC, en 2002, donc bien avant mon arrivée, la ligne a toujours été claire, celle d'un engagement public et démocratique, justement pour tourner le dos aux logiques de violence et de clandestinité, parce qu'on considère que ce n'est pas le bon chemin. Comment vous expliquez qu'elle rejaillisse aujourd'hui ? Et aujourd'hui, malheureusement, elle est de retour. Nous, on l'analyse de différentes façons. Tout d'abord, il y a, et on ne peut pas en faire l'économie, l'analyse de la division du mouvement national depuis 2021, là où à l'époque l'ex-majorité PAGOR, ce qui aurait peut-être même pu s'élargir aux autres tendances nationalistes en 2021, l'éclatement de cette majorité a, qu'on le veuille ou non, conduit à ce qu'il y ait des militants qui soient déçus, qui se retrouvent peut-être aussi dans la nature et qui considèrent que les institutions ont peut-être montré leurs limites et qu'il faut désormais en revenir à des formes de lutte clandestine. Autre situation ou autre cause qui peut amener, ou y participer du moins, au retour de la violence clandestine, c'est aussi la situation sociale que connaît ce pays. On a le taux de précarité le plus élevé de France, un taux de chômage et de décrochage scolaire les plus élevés. Tous les critères sociaux et sociétaux sont alarmants. Je pense qu'il y a un cri de détresse aussi dans cette violence de la part des jeunes, voire même des moins jeunes. Et je pense que quand on met tout ça, on a tout simplement les ingrédients pour avoir un cocktail explosif. Et à cela vient s'ajouter l'absence de résultats dans les politiques publiques qui permettraient justement... Il y a aussi un bilan qui n'est pas positif de la majorité nationaliste, pas depuis 2 ans depuis la rupture, mais même auparavant, depuis 2015. Il y a quand même un échec... Il y a peut-être, et sans doute même, sur un certain nombre de fondamentaux, sur un certain nombre de domaines précis, un échec global. Ça doit nous pousser chacun dans nos structures à faire aussi notre introspection personnelle et nous permettre de repartir de l'avant. On disait, pas plus tard qu'hier en conférence de presse, que nous, c'est pour cela qu'on développe cette idée d'unité stratégique, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les nationalistes ne peuvent plus se regarder en face les uns des autres, mais qu'on a vocation à se retrouver autour d'une table, dans une logique de projet, et tout simplement de convergence patriotique pour répondre aux attentes des Corses et du mouvement national dans son ensemble. L'une des causes de la reprise de la violence, c'est aussi l'assassinat d'Ivan Colonne à Arles, où on a vu déjà des violences, énormément de violences dans les manifestations avec des cocktails Molotov. On n'était pas, bien sûr, sur des attentats, mais c'est aussi ça, la cause du retour de la violence, plus sans doute que la désunion des nationalistes. Pas que, je pense, Pierre-Simon Paul, je pense qu'il y a... Moi, j'ai même tendance à dissocier les deux. Il y a eu effectivement des phénomènes de violence populaire massive pendant les 6 semaines. Aussi, qui étaient encouragés aussi par des gens qui étaient dans les cortèges de manifestation. Pendant les 6 semaines de mobilisation qui ont suivi l'agression puis le décès d'Ivan Colonne, on a eu une forme de réaction épidermique du peuple corse par rapport à cet acte ignoble qui a été perpétré à la maison centrale d'Arles. Et je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre le retour de la clandestinité et l'assassinat d'Ivan Colonne, mais quoi qu'il arrive, lorsque l'on met bout à bout toutes ces causes maintenant depuis 2 ou 3 ans, en effet, une situation qui est très préoccupante. Maintenant, la question, plutôt que de savoir pourquoi c'est arrivé, il faut surtout réfléchir à comment est-ce qu'on peut passer à autre chose, comment est-ce qu'on peut être capable collectivement de canaliser toutes ces énergies et comment est-ce qu'on est capable surtout de poser un projet politique qui puisse répondre aux attentes de tous ces gens. Alors le 16 mai prochain se tiendra une nouvelle réunion place Beauvau. La dernière avait eu lieu le 24 février avec la présence surprise du président de la République. Depuis, plus rien, pour cause de crise politique et sociale nationale évidemment. Vous croyez encore à cette démarche, franchement ? Au-delà d'y croire ou non, je pense que ce qui nous importe, c'est véritablement que chacun réunisse les conditions pour qu'elle aboutisse, au moins du côté de la Corse. Ensuite, il faudra aussi que l'État fasse sa part du chemin. On a dit avant, dans une conférence de presse, avant la dernière réunion où justement à laquelle avait participé Emmanuel Macron, que ce processus ne pouvait pas aller de préalable en ligne rouge. Sous-entendu, il faut que Paris et la Corse fassent un pas l'un envers l'autre. Il faut, de notre point de vue aussi, que l'on sorte de l'approche sectorielle. Oui, il y a des problèmes en Corse. Oui, il faudra les régler. Mais je pense qu'on ne peut pas s'enfermer toutes les 6 semaines dans des réunions thématiques où des gens énarques, sans doute très brillants, viendront nous présenter des PowerPoint. Je pense que après 60 ans de lutte sur la période contemporaine, je pense qu'on mérite autre chose, que la Corse et les Corses attendent autre chose. Je pense qu'il est temps, très clairement,
de poser la question à Paris, de savoir où Paris souhaite aller avec la Corse, où la Corse souhaite aller avec Paris, quel cadre politique, quel statut, et ensuite derrière nous déroulerons la liste des compétences et chacun amènera et portera un bout de projet pour construire cette architecture globale. Mais quand le ministre de l'Intérieur ou le président de la République disent il faut se mettre au travail, et on ne voit pas les projets, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de proposition. Alors ça s'adresse bien entendu principalement à la majorité territoriale, mais aussi aux autres élus, notamment les élus de droite, mais aussi ceux du PNC. Comment vous le prenez, cette critique? Nous, de façon objective, lorsqu'on regarde, je dirais, le cheminement depuis un an, grosso modo un peu plus d'un an, où Gérald Darmanin était venu rencontrer une délégation Corse, Assemblée de Corse, le 16 ou 17 mars, pour annoncer justement le début d'un processus pour aller jusqu'à l'autonomie, nous, on regrette que depuis un an, justement, il n'y ait pas eu plus de concertation que cela. On regrette qu'il n'y ait pas eu véritablement un réel travail qui soit proposé et impulsé par la collectivité de Corse pour avoir un projet uni ou unitaire. J'ai vu ces derniers jours que la droite allait désormais proposer de son côté un certain nombre de propositions thématiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas de savoir ce que propose le PNC, Fais-moi Gourse, Corinne Front ou Corsica Libre. Nous, de notre côté, on plaide véritablement pour un projet qui soit uni et unitaire, sinon ça n'aura pas de sens. Après, évidemment, si demain une démarche unie unitaire ne peut pas aller au bout, à ce moment-là, le PNC sera prêt à détailler un certain nombre de propositions de façon sectorielle. Mais aujourd'hui, ce qui compte et ce qui importe réellement, c'est que les élus de la Corse soient capables, dans leur diversité, d'opposer un projet global à Paris. Mais avant le 16 mai, ça va être difficile, il n'y en aura pas. Donc chacun va monter avec ses propositions. Alors vous avez fait hier une conférence de presse à Porto-Vecchio en parlant du rapprochement avec Corinne Front, mais pour l'instant, toujours pas de proposition. Vous n'êtes pas dans cette démarche-là d'essayer au moins à deux de faire quelques propositions? Bien au contraire. Notre rencontre avec Corinne Front, elle est, et je vous en parlais juste avant, liée à cette notion d'unité stratégique qu'on souhaite développer. On a rencontré Corinne Front ce week-end. Nous avons demandé à rencontrer dans les prochains jours et prochaines semaines les autres structures, Corsica Libre, des syndicats étudiants, des syndicats de travailleurs aussi, pour essayer à un moment donné d'impulser une forme de dynamique collective qui nous permette d'aller vers justement cette notion de projet qui soit en commun. Pour le 16, le PNC sera prêt, il détaillera, s'il le faut, un certain nombre de mesures sur la thématique foncière qui devraient occuper principalement les débats qui auront lieu place Beauvau. Mais au-delà, et avant de rentrer justement dans cette notion sectorielle, ce qu'on veut dire, et c'est ce qu'on a dit aussi hier en conférence de presse, c'est que justement, on souhaite avant tout négocier et discuter sur un cadre politique global. Et ensuite devront venir les réunions sectorielles avec, à notre avis, un calendrier resserrer, une méthode nouvelle qui nous permette de concerter au-delà des groupes à l'Assemblée de Corse, puisqu'à un moment donné, il y a aussi des syndicats, des gens qui ont une légitimité syndicale, populaire et politique qui devront se mettre autour d'une table et tomber d'accord entre eux. Alors, en parallèle de ce processus et des discussions entre les élus corses et un travail en commun avec Paris, il y a le travail parlementaire et il y a notamment la réforme des retraites. Le groupe Lyotte s'est opposé plutôt frontalement au gouvernement sur ce sujet. En Corse, il y a eu certaines critiques en disant, en clair, en s'attaquant au gouvernement, on prend le risque de voir le processus abandonné. Est-ce que vous pensez que les députés du groupe Lyotte ont bien fait de s'opposer frontalement au gouvernement? Totalement, et je soutiens pleinement mon ami Paul-André Colombagne, qui est le député PNC qui siège dans le groupe Lyotte. Moi, je pense qu'au prétexte qu'il y ait ces discussions avec le gouvernement, on ne peut pas non plus tout accepter. Jusqu'à preuve du contraire, et en attente d'un éventuel nouveau statut pour la Corse, la réforme des retraites elle va aussi impacter les travailleurs corses qui sont déjà dans une situation précaire insupportable pour la plupart d'entre eux. Moi, j'attire votre attention sur une donnée INSEE qui est sortie ces derniers jours. Sur les 5 dernières années, c'est grosso modo 13 000 personnes qui sont arrivées en Corse, dont plus de 80% qui sont âgés de plus de 60 ans. Donc, il y a un phénomène de seniorisation de la société corse. Et si demain, il venait y avoir des dispositifs ou des lois sociales qui viendraient impacter le pouvoir d'achat et la vie de toutes ces personnes âgées de plus ou moins 60 ans, la Corse en pâtirait, et pas que d'un point de vue des finances publiques. Donc moi, je pense qu'au contraire, le groupe Lyotte a très bien fait de s'y opposer, sans rentrer dans les débats philosophiques, savoir s'il fallait une réforme des retraites ou non. Cette réforme-là, telle qu'elle a été proposée, avec les mécanismes législatifs et institutionnels qui ont été adoptés, a été, je pense, très mal perçue par la population, pas qu'en Corse. Et le groupe Lyotte a essayé de défendre les intérêts, et du moins l'intérêt général. C'est aussi le sens de la PPL qui sera déposée début juin, notamment pour abroger... Vous pensez que ça crée un climat favorable au dialogue, ça, en Corse? Pas forcément, mais je pense qu'on ne peut pas tout accepter au bénéfice d'un processus qui, et d'aucuns le disent, semble mal embarqué, voire enlisé.
Moi, je pense qu'il faut dissocier les deux. Il y a d'un côté le processus de discussion qui concerne les affaires de la Corse, et puis ensuite, il y a à droit constant des lois qui impactent directement le quotidien et la vie des Corses. À ce moment-là, il est du rôle de nos députés de les défendre. Alors vous, au PSC et PNC, on sait ce que vous ne voulez pas, l'indépendance, mais de quoi est-ce que vous êtes partisan exactement? L'autonomie, l'autodétermination Le PNC est composé de militants qui sont pour certains issus de la lutte de libération nationale, qui sont pour certains indépendantistes, et il est issu aussi d'anciennes structures qui, elles, ont toujours milité pour l'autonomie. Le point d'équilibre, qui n'est pas qu'interne, c'est une notion politique qui est d'ailleurs reconnue à l'échelle européenne, c'est l'autodétermination. Et ensuite, en temps voulu, chacun agira en son âme et conscience, et chacun décidera le modèle de société qu'il oui, mais derrière autodétermination, on entend indépendance. En général, le référendum d'autodétermination... Pas forcément, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Actuellement, il n'est pas question d'indépendance, on parle d'autonomie, y compris dans le processus actuel. Pour nous, la première des priorités, c'est celle-là, c'est d'avoir une vraie autonomie pour l'île. D'ailleurs, une seule autonomie, il n'en existe pas 50. Et par la suite, une fois que cette autonomie aura été exercée dans 10, 15 ou 20 ans, les gens, en âme et conscience... il y a quand même plusieurs autonomies. Il y a une autonomie de gestion, puis une autonomie de décision. Nous, on plaide pour une autonomie pleine et entière, pour reprendre une expression qui est souvent diffusée sur votre plateau, avec un transfert du pouvoir normatif, avec toutes les compétences qui doivent nous être dévolues, y compris en les espaçant dans le temps. On considère aussi qu'il va falloir faire, à un moment donné, le bilan des compétences actuelles et des moyens qui nous sont alloués. Et si des déséquilibres il y a, on peut aussi actionner ce qui existe ailleurs. Des capacités à les assumer aussi. Et justement, au niveau des capacités à assumer, on peut aussi demander ce qui existe ailleurs en Europe, pour les îles notamment, c'est-à-dire des fonds de péréquation, puisque l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance justement. À partir du moment où il y a un déséquilibre qui est peut-être sectoriel ou structurel dû à notre phénomène d'insularité, il va falloir que ce soit pris en compte dans le statut futur. Mais la critique qui revient aussi souvent quand on demande l'autonomie, c'est de dire que dans la gestion du quotidien, les nationalistes ont déjà péché. Donc les nationalistes, en tout cas l'ancienne alliance nationaliste aussi, à laquelle le PNC appartenait. Donc est-ce que vous les entendez, ces critiques? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller quand même vers l'autonomie quand dans le quotidien ça a péché? Évidemment qu'il y a des problèmes dans le quotidien, on pourrait parler de déchets, on pourrait parler de transport, il y a un certain nombre de domaines où le compte n'y est pas et où les Corses ne sont pas satisfaits. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce que, au prétexte que dans certains domaines la Corse est défaillante, est-ce qu'il faudrait hypothéquer toutes les revendications fondamentales qui sont l'essence même du mouvement national depuis 60 ans, et surtout, est-ce que, parce qu'à un moment donné, des hommes ou des femmes ont pu pécher ou échouer dans le portefeuille de compétences qui étaient les leurs, est-ce que l'on doit hypothéquer l'avenir des 30, 40 ou 50 prochaines années des générations de jeunes Corses qui, à un moment donné, aspirent peut-être à autre chose? Et l'autre question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que le statut actuel nous permet de répondre à nos problèmes insulaires, et est-ce que justement nous n'avons pas besoin d'une évolution institutionnelle pour résoudre certains problèmes qui, à l'instant T, ne peuvent pas l'être? Je pense notamment au phénomène spéculatif, au phénomène des résidences secondaires, qui sont malheureusement très contraints de par le statut actuel et de par la Constitution. Et même sur vos revendications fondamentales, vous auriez pu, par exemple, mettre en œuvre, je pense en particulier à la langue, une politique très spécifique, et que rien ne vous empêchait de mettre en place des écoles bilingues, des choses comme ça. Rien n'a été fait dans ce domaine. Et depuis 2015, j'insiste bien. Je ne pense pas que rien n'ait été fait. Je crois qu'il y a 2 écoles, 3 qui en matière de langue corse. Il y a 2-3 écoles immersives publiques, il me semble, qui ont vu le jour depuis 2015. Il y a les moyens du CPER qui ont été négociés à l'époque sous Saverio Lugiani et qui ont été décuplés. Après, en matière de langue, lorsqu'on touche à des questions sociétales, d'identité, on ne peut pas, en 5 ans, rattraper 40 ans de retard historique. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on ne parle pas forcément plus corse dans la rue aujourd'hui qu'il y a 7 ans ou 15 ans. Il y a un phénomène démographique qui vient accentuer et perturber encore plus cette notion de transmission de la langue corse, qui a un taux qui est tout simplement catastrophique et proche de zéro. Il nous appartient maintenant de savoir comment faire pour les générations à venir. Juste très vite, une dernière question, on est en fin d'émission. Juin, c'est la date qui était retenue initialement pour présenter un projet, et 2024, la réforme constitutionnelle. Tout cela semble peu probable aujourd'hui. En cas d'échec, quelle va être votre stratégie ? Moi, je pense que justement, parce que le temps joue contre nous, parce que la situation sociale et démographique est particulièrement catastrophique dans l'île, nous ne pouvons pas anticiper un échec, nous n'avons pas le droit à l'échec, nous avons une obligation de résultat, et c'est en ce sens que le PNC travaillera dans les prochaines semaines. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Pascal Zagnoli. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pierre, merci à vous. Vous allez maintenant retrouver Corsi Gazer, présenté ce soir par Stella Rossi. Buonasera a tutti.